Et donc là, j'invite professeur Serrej Khalid qui va essayer de répondre à la question s'il y a vraiment une différence entre les recommandations et la vraie vie en matière de thromboprophylaxie dans le myélome multiple. Donc à vous la parole. Merci, Safa. Alors, justement, quand on lit le titre, on a l'impression que justement il y a une contradiction entre les recommandations et la vraie vie. Rassurez-vous, c'est très complémentaire, c'est pas du tout antinomique. On va voir que finalement c'est complémentaire, comme j'ai dit, dans le sens où les recommandations, ça émane bien sûr d'expertise et d'études et de médecine basée sur l'évidence, et la vraie vie, c'est le bon sens, et l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est ça l'idée. Hier, j'ai parlé de risque thrombotique dans la thrombopénie immunologique. Aujourd'hui, ça va être un peu la même chose, mais par rapport au myélome, avec un dossier beaucoup plus rempli, plus chargé, puisqu'il y a plusieurs données, l'historique et même l'actuel et le futur de cette thématique. Enfin, tout ça, c'est très, très riche. Donc, l'idée, justement, c'est de commencer par le constat de ce risque accru et qui ne souffre d'aucun doute, d'aucune hésitation, j'allais dire pratique ou intellectuelle par rapport à ça. On sait que le myélome multiple, c'est un des cancers les plus thrombogènes et c'est peut-être le cancer hématologique le plus thrombogène. Donc ça, c'est l'histoire de fréquence ne se pose pas et c'est une réalité et c'est très factuel. Ce qui est factuel aussi, c'est que quand un myélome thrombose, ça va mal pour la thrombose et ça va mal pour le myélome. Il y a vraiment un assombrissement du pronostic de manière très importante et au final, la survie des patients va être altérée. Donc, c'est une situation fréquente, mais aussi c'est une situation grave et on sait maintenant que quand on a un myélome et on fait une thrombose, eh bien, on a une mortalité qui est multipliée par entre 2 et 5 en fonction des séries. Donc ça, c'est les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que quand on s'y prend tôt, bien, efficacement, on arrive à réduire le risque et à diviser ce risque par 2, 3, voire plus. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on est là, pour justement voir comment on va essayer de réduire ce risque. Regardez par exemple ici les barres jaunes et les barres bleues. Les barres jaunes, c'est quand on fait rien, les barres bleues, quand on fait quelque chose. Donc, vous voyez bien que finalement, il y a intérêt à tout faire pour réduire justement ce risque thrombotique chez les patients myélomates. Il n'y a pas de secret. Alors ça dit la même chose. La courbe verte, c'est quand on fait rien, et toutes les autres courbes, quand on fait quelque chose. Donc, on voit bien que de manière très, très, très significative, quand on agit, ça marche, et on a gain de cause de manière très, très importante. Comme j'ai dit, il n'y a pas de secret. Si on veut réduire un risque, il faut connaître les facteurs de ce risque, agir sur les facteurs de ce risque. Et c'est de là que vont émaner les règles de bon sens, donc la vraie vie, et bien sûr les recommandations. Qu'est-ce qui fait qu'un myélome est un cancer très thrombogène? Qu'est-ce qui fait qu'un myélome est le premier cancer hématologique thrombogène? Il y a un effet clone. On sait maintenant qu'il y a une interaction très très étroite, très très spécifique entre le plasmocyte malin et les plaquettes et la cascade de coagulation de manière générale. On sait aussi que plus ce plasmocyte est malin, plus il est méchant, plus le risque thrombogène est important. Regardez ici la courbe bleue, puis verte, puis rouge. C'est le nombre d'anomalies cytogénétiques de la cellule plasmocytaire. Et vous voyez bien que ou dans les cellules où il y a plusieurs anomalies, beaucoup de complexité cytogénétique, eh bien, on a bien sûr un myélome méchant, mais on a aussi une incidence cumulative de maladies thromboemboliques veineuses qui est très très importante. Il y a un rapport très très étroit entre la malignité du clone et le risque thrombotique, et c'est pas pour rien
qu'il y a un... Alors, je vais revenir peut-être. C'est pas pour rien qu'il y a ce score, un des scores de stratification du risque, qui prend en considération le cariotype des patients dans l'élaboration ou dans la précision du risque thrombotique. Donc, il y a un effet clone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus on est efficace sur le myélome, plus on va être efficace sur la thrombose, plus on utilise des traitements qui vont écraser le clone, plus on va être efficace sur, bien sûr, le myélome et sur la thrombose. Il y a bien sûr un effet traitement du myélome. Il ne faut pas oublier que historiquement, tout est, pas tout a commencé, mais tout s'est précisé lorsqu'on a commencé à utiliser les imides, à mettre en évidence le potentiel thrombogène des imides. Et on sait que les imides, c'est des traitements qui sont à la base, finalement, de la genèse de toutes ces recommandations de thromboprophylaxie en matière de myélome multiple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui est sous imide, oui, il thrombose, mais il va thromboser 5 fois, 10 fois, 20 fois plus lorsque cet imide est associé à la dexaméthasone, lorsque cet imide est associé à une anthracycline, ou lorsque cet imide est associé à une des molécules quand même assez nouvelles, qui est, pas très nouvelle, mais assez nouvelle quand même, qui est le carfilzomib. Donc il y a un effet traitement. Il y a un effet traitement et ça nous donne une idée sur la manière d'appréhender justement le traitement en fonction des scores de risque et en fonction du fait que justement on doit gagner la bataille du myélome, mais on doit aussi gagner la bataille de la thrombose en utilisant des traitements qui sont à la fois efficaces et qui ne donneraient pas éventuellement un risque thrombotique qui est élevé. Donc ça, c'est une étude qui compare VRD et KRD et qui montre clairement que le K, il est plus prédisposant à faire des thromboses que le V ou le losange, il croise la ligne médiane. Voilà, donc ça nous donne une idée par rapport au carfilzomib. Alors, les carticelles aussi, on sait maintenant que quand on met ce moyen thérapeutique dans les 6 mois qui suivent le traitement, il y a un risque thrombotique élevé. Mais là aussi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Il y aurait, je parle au conditionnel, il y aurait des molécules qui seraient protectrices. Là, l'étude VRD versus DVRD montre qu'il y a une incidence de thrombose, de maladie thromboembolique qui est inférieure dans le bras DVRD. Donc, ça a soulevé un peu l'hypothèse que les anti-CD38, notamment daratumumab, auraient un effet protecteur contre la maladie thromboembolique veineuse. Ce n'est pas apparu dans d'autres études, mais on voit ici, entre la droite et la gauche, que quand même, les courbes sans DARA, il y a le bleu qui est un peu plus haut que le bleu des courbes avec DARA. Et donc, il y a quelque chose, même si dans cette étude, ce n'est pas très significatif. Donc, on a dit qu'il y a un effet clone, il y a un effet traitement avec des molécules qui sont prothrombogènes, d'autres qui seraient protectrices. Il y a un effet aussi complication du myélome et naturellement, quand on s'infecte, quand on fait une fracture pathologique, quand on fait une insuffisance rénale aiguë, on est hospitalisé, on est alité, on va thromboser, mais focus particulier sur le neutrophile qui s'active lors des complications aiguës du myélome multiple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le neutrophile, c'est une cellule qui est magnifique, qui est suicidaire, qui va phagocyter, qui va tuer à l'intérieur de la cellule, mais qui va aussi envoyer ce qu'on appelle les traps, les nets. C'est les pièges extracellulaires neutrophiliques, des espèces de missiles qui vont aller tuer les bactéries et bien sûr faire de la réponse immunitaire, mais aussi activer la coagulation. Et il s'est avéré que dans le myélome multiple, ces neutrophiles et ces traps sont encore plus thrombogènes que les neutrophiles d'une infection aiguë ou d'un alitement ou d'une circonstance aiguë hors myélome. Donc la complication du myélome, à complication égale, le myélome est plus thrombogène que la même complication dans une autre maladie que le myélome. Donc là aussi, règle de bon sens, éviter que nos malades se compliquent, tout simplement. Donc si on veut qu'ils ne thrombosent pas ou qu'ils thrombosent moins, éviter qu'ils s'infectent, éviter qu'ils se fracturent, éviter qu'ils fassent des complications qui vont nous mettre dans des situations très malaisantes. Bien sûr, l'effet
terrain, naturellement, si on est myélomateux avec beaucoup de facteurs de risque thrombotique et on est immobilisé en plus, naturellement, si on a des comorbidités, on va avoir un potentiel thrombotique beaucoup plus élevé. Donc, j'étais en train juste de vous dire que le risque thrombotique du myélome est majeur, est vital, est réversible, ne serait-ce que partiellement, mais surtout, il est multifactoriel et ce caractère multifactoriel, il est crucial, il est capital parce que une grande partie de ces facteurs, si on agit dessus, on va pouvoir réduire le risque thrombotique de manière tout simplement basée sur le bon sens et pas forcément basée sur des anticoagulants ou des antithrombotiques de manière générale. Ça me conduit à parler des implications pratiques pour dire que les règles de base, c'est d'abord, il faut faire attention à la première année. La grande majorité des complications thrombotiques dans un myélome, c'est la première année après le diagnostic, la première année après une complication. Donc, si mon malade fait une grosse infection, une fracture, immobilisation, une chirurgie, ou tout simplement je viens de le diagnostiquer, faire très attention à cette première année parce que c'est là où l'essentiel du mal va arriver. Éviter bien sûr les facteurs de risque surajoutés, prévenir les complications, comme j'ai dit, parce que ces mêmes complications sont plus thrombogènes spécifiquement dans le myélome par rapport à ces complications dans d'autres circonstances. Et puis, peut-être que dorénavant, on va commencer à réfléchir efficacité, mais réfléchir aussi autres risques iatrogènes, notamment le potentiel thrombogène dans les schémas thérapeutiques qu'on va commencer à utiliser. Donc, une fois on a fait ça, place maintenant à ce qu'on fait d'habitude dans thrombose et cancer, c'est la stratification du risque et l'action en fonction de cette stratification du risque. Bien sûr, qui dit stratification dit score de risque et je ne vais pas entrer dans les détails des scores et on ne va pas les détailler parce que ce n'est pas le sujet. Il y a plusieurs scores d'ailleurs. Voilà, plusieurs scores. Ça, finalement, c'est basé sur finalement des choses qui sont connues et reconnues et logiques. Le terrain, les comorbidités, le myélome, les facteurs surajoutés et le prisme, c'est le statut cytogénétique des patients. Donc l'idée n'est pas de favoriser un score par rapport à l'autre. L'idée, c'est juste de se dire que tous les scores se valent. Regardez d'ailleurs les courbes sont pratiquement superposables et que l'idée derrière tout ça, c'est tout simplement l'important, c'est d'intégrer la philosophie de la stratification du risque chez ces patients, c'est-à-dire ne pas agir un peu sur le flair, sur le bon sens. Le bon sens du clinicien, il est très important, mais il faut mettre une dose de précision par rapport à ça. Il y a d'autres scores qui viendraient surclasser ces trois scores. On va en parler dans quelques instants. Alors, une fois on a stratifié le risque et on a identifié le score, naturellement, on va dire que mon malade, il est à un risque faible ou à un risque modéré ou à un risque élevé. Il va falloir utiliser, soit, vous attendiez à cette question, est-ce qu'on va mettre aspirine, est-ce qu'on va mettre heparine, est-ce qu'on va mettre warfarine, est-ce qu'on va mettre HBPM. Très, très difficile de répondre à cette question et d'ailleurs, la vraie vie, justement, il y a une étude française de l'intergroupe francophone sur le myélome qui montre que les cliniciens et les praticiens sont un peu perplexes, ils utilisent un peu tout, mais c'est sur plus des habitudes, des automatismes que sur une stratification du risque. Et là, l'idée, c'est essayer justement de préciser un peu, de clarifier les choses en disant que ce qui se dégage de plus en plus des études, c'est que l'héparine fait mieux que l'aspirine. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. L'héparine fait mieux que l'aspirine en matière de thromboprophylaxie du myélome. Les AOD font mieux que warfarine en matière de thromboprophylaxie du myélome. Que les AOD font mieux que aspirine en matière de thromboprophylaxie du myélome. Donc il y a un peu les éliminatoires. On est à la veille de la Coupe du Monde. On parle beaucoup terminologie éliminatoire et qui va arriver
en dernier, et j'ai vraiment essayé de chercher une étude qui aurait comparé trois, ne serait-ce que indirectement. J'ai trouvé cette étude, qui est l'étude Benefit, qui a en gros montré que, ça reste une étude, qui a montré que, en gros, AOD, ça fait un peu mieux que HBPM, et HBPM, ça fait un peu mieux que aspirine, et ça explique la plaque suivante que je vais vous projeter. C'est la plaque, justement, des recommandations. Alors, les recommandations, il faut savoir que jusqu'à maintenant, on part d'un patient qui a imide et dexaméthasone, on stratifie le risque. Si le risque est faible, pas de thromboprophylaxie. Si le risque est élevé, on va utiliser soit héparine de vapeur moléculaire, soit AOD. Vous voyez bien que l'aspirine n'y est pas. L'aspirine n'y est pas. D'ailleurs, je me fais des soucis pour les nostalgiques de l'aspirine. Et je me dis quand même, on doit garder une petite niche pour les gens qui aiment l'aspirine. Là aussi, je suis parti un peu chercher et j'ai trouvé qu'il y a encore des écoles qui disent que l'aspirine garde une place chez les patients, chez ce profil de patients. Myélome imide, ok, sans rien d'autre. Or, ce rien d'autre, il est toujours là. Donc, en gros, ça reste, il y a une petite niche qui reste, mais au final, dans l'absolu, si vous avez quelqu'un qui a un myélome, qui a un imide, et il n'a rien d'autre, utilisez l'aspirine, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'antécédent de thrombose, qu'il n'y ait pas d'obésité, qu'il n'y ait pas d'exa, pas de carphysomie, pas d'oxo, pas de chirurgie, pas de. Très, très difficile d'obéir et de répondre à ce cahier de charge. Voilà, les questions persistantes. Les questions persistantes, c'est d'abord, on sait très bien que quand on a une thrombose et cancer, on met un anticoagulant et une fois la maladie elle est en rémission, on arrête l'anticoagulant. Et là, la grande question, c'est qu'en matière de myélome multiple, est-ce qu'on arrête l'anticoagulant ou est-ce qu'on passe à une dose prophylactique de l'anticoagulant? Pourquoi je dis ça? Parce que si on obéit au score, eh bien, on a quelque chose qui s'appelle antécédent de maladie thromboembolique veineuse qui est scoré à 8. Donc, déjà, le fait d'avoir un antécédent te permet d'être à un risque élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je traite curativement, la maladie rentre en rémission, mais je récupère un malade avec un score élevé. Je ne récupère pas un malade indemne de tout antécédent. Voilà. Là, c'est une question qu'on pourrait développer dans la discussion et ça attire l'attention aussi sur le caractère non idéal, n'est-ce pas, des scores. Parce que justement, là aussi, il y a eu une étude qui a montré un peu qu'il y a une variabilité de l'incidence de thrombose et du risque thrombotique en interscore, en intrascore, mais aussi en intradegré de risque. C'est-à-dire pour des gens chez qui on s'attendrait à un risque égal, il y a des gens qui thrombosent, des gens qui thrombosent pas. Ça veut dire que les scores ne sont pas optimaux et c'est pour ça que maintenant il y a un nouveau score qui a l'air de marcher plus que les autres, c'est le Prevem. Et en tout cas cette étude, elle a quand même été assez explicite pour montrer que ce score, il est bien plus pertinent que tous les autres scores, l'IMPED, le SAVE, l'IMWG, le PRISM, ainsi de suite. Statistiquement, je ne suis pas un grand spécialiste statistique, mais l'air sous la courbe de ce score, elle est beaucoup plus élevée que les autres scores. Ça montre que la pertinence, elle est peut-être plus importante. Donc là aussi, les scores seraient à parfaire par la suite et peut-être que le Prevem, d'ailleurs, j'ai été regarder les items, si vous voyez les items, il n'y a pas antécédent de thrombose. Donc vraiment, la question reste quand même ouverte à toutes les possibilités et toutes les résolutions envisageables. Je termine ma présentation en disant un mot sur gammapathie monoclonale et thrombose. Tout le monde connaît la Covid. Il y a eu bien sûr historiquement la TIH, puis l'histoire de ce fameux tableau clinique qui est superposable point par point à la TIH, mais qui est provoqué par le vaccin, n'est-ce pas? C'est le VITT. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a des situations qui donnent le même tableau, qui sont associées à un anticorps antifacteur 4 plaquettaire, mais qui ne sont pas liées au vaccin ni à l'héparine.
Et ces situations sont la chirurgie prothétique, le CMV et la gammapathie monoclonale. Et c'est de là qu'est venue la gammapathie monoclonale à signification thrombotique. Donc maintenant, il n'y a plus que signification rénale, signification cutanée, signification neurologique, il y a aussi signification thrombotique. Donc quand on a un tableau comme ça, pensez à la gammapathie monoclonale. Et quand on a une soi-disant MGUS, pensez aussi à cette maladie qui associe thrombose et thrombopénie et qui est superposable à la TIH. Et d'ailleurs, au passage, ça serait plus l'IgM que les autres types de gammapathie. Donc, en conclusion, une bonne prise en charge du myélome, c'est la manière la plus royale, finalement, de réduire un risque thrombotique, écraser le clone, éviter que notre malade se complique, faire des choses qui ne rajoutent pas plus à ce risque thrombotique en agissant sur la prophylaxie des autres facteurs de risque hors myélome, identifier bien sûr le bon score, et là, peut-être sur la base de ce que je viens de dire, un grand avenir quand même pour le Prévem par rapport au score déjà existant. Tout laisse penser que quand même on s'éloigne des AVK aspirine et qu'on se rapproche plus des HBPM AOD. Et puis, on sait maintenant que dans l'algorithme du myélome, il y a VRD, 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 il y a les schémas à base et DVRD, les schémas à base d'IMID, et peut-être que si on commence à réfléchir pas que clone, pas que effet antiprolifératif, si on commence à réfléchir également effets collatéraux iatrogènes, notamment la thrombose, peut-être qu'on va changer le paradigme et on va commencer à choisir d'autres combinaisons thérapeutiques. Voilà, c'est ma dernière plaque, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Serech, pour votre excellente présentation. Toujours beaucoup de plaisir à vous écouter. Donc, la parole est à la salle s'il y a des questions par rapport à ces thématiques relatives à la thromboprophylaxie dans le myélome multiple. C'est tellement clair. Juste une petite question par rapport à ce que vous faites en pratique, ce que tu fais en pratique. Tu as commencé à mettre les patients sous AOD, demi-dose à l'induction dans le service ou... Ah, d'accord. Non, on est beaucoup sur aspirine HBPM encore. On est beaucoup sur aspirine HBPM, mais on est vraiment conscient que AOD, oui, il faut commencer à aller vers AOD HBPM. Sincèrement, quand on voit un petit peu ce qui se dégage des études de manière directe et puis de l'ambiance générale, on se rend compte que finalement, pour gagner encore plus de chances chez ces patients, on sera plus HBPM AOD que aspirine avec. Voilà. D'autres questions? Questions au fond? En fait, juste une petite question pour le dernier score que vous avez abordé, le nouveau. En fait, j'ai juste remarqué qu'il ne prend pas en considération d'autres éléments qui ne sont pas particulièrement liés au myélome, notamment les antécédents de thrombose ou d'autres facteurs prédisposants. Donc, en fait, est-ce que c'est des éléments à prendre en considération à part, tout en prenant en compte parallèlement le score, ou bien parce que quand même les courbes et les différences avec les scores précédents, l'IMPED, le SAVE, il y a une différence quand même assez significative sur les différentes courbes. Enfin, oui. Voilà. Je vous dis mon sentiment, avec le meilleur score du monde, le bon sens reste. Et on ne peut pas raisonner pour un patient qui a un score qui est très pertinent. On ne peut pas raisonner de la même manière chez quelqu'un qui a un niveau de score donné et qui a un antécédent de thrombose, de la même manière qu'un autre patient qui a le même niveau, qui n'a pas d'antécédent de thrombose. Donc vraiment, c'est ça les recommandations et la vraie vie. On a beau identifier des scores, on a beau mettre en place des choses qui sont précises et qui ont l'air d'être vraiment irréprochables. Ben, la vraie vie, c'est la vraie vie. Et la vraie vie, c'est quoi? C'est tout simplement le médecin, le patient et le classique qui reste toujours de mise, y compris les items qui ne figurent pas dans le Prévem et qui sont clairement
impactant dans la prise en charge des patients. Donc, on va juste dire que le Prévem, c'est pour le Les myélome scores, et entre en écoutez, les considération. scores, les recommandations, les guidelines, tout ce qui vous passe par la tête, c'est des outils entre les mains d'un clinicien qui doit avoir le sens critique vis-à-vis de tout ça. Oui. Ce n'est pas un document opposable à appliquer de manière absolue. D'accord. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup, professeur Serej. Et donc, on se retrouve dans 30 minutes après la pause café. Bon appétit.